Il est 12h. Avec Shell Diesel Extra, profitez d'un gasoil qui ne mousse pas durant le ravitaillement pour gagner du temps et de l'argent. À l'écoute de la radio Futur Média, mesdames, messieurs, bonjour, voici le grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de ce grand journal, le ministère de l'Intérieur, lieu de convergence des partis et coalitions de partis qui veulent participer aux élections législatives. Nous sommes au dernier jour de dépôt de candidature. Pour l'instant, pas d'affluence au ministère, nous dit notre reporter sur place. Maître Abdoulaye Wade ne pourra pas installer ses bureaux à l'immeuble Tamaro pour raison de sécurité. Aucun édifice ne doit surplomber le palais. Les victimes et parents des victimes à la place de l'obélisque, ils manifestent pour la justice et la vérité sur les cas de meurtre et de torture lors des manifestations préélectorales. La loi des commerçants aux consommateurs, pas question pour eux d'appliquer la mesure de la baisse des prix des denrées de première nécessité. Les ménagères sont impuissantes face à cette résistance. À Kaolack, une brigade est installée pour traquer les commerçants véreux. Un sport différent, la Fédération sénégalaise de football et Amara Traoré, les bons offices du ministre des Sports, El Haj Malik Gakou rencontre cet après-midi les deux parties pour une solution à l'amiable. Actualité internationale, Guinée-Bissau, la CEDEAO a décidé de sanctionner la junte militaire. Elle affirme que ses responsables ne veulent pas dialoguer. Et puis, point de vue, faites du travail demain. Quelles sont vos attentes en tant que travailleurs? Débat aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. Il ne reste plus que quelques heures aux partis et coalitions de partis pour déposer leur liste en vue des élections législatives. Dernier délai, minuit. Au ministère de l'Intérieur, les membres de la commission chargée de l'étude des dossiers sont à pied d'œuvre et jusqu'au moment où nous vous parlons, il n'y a pas encore beaucoup de mandataires de partis et coalitions de partis qui se sont acquittés de leurs obligations. Les explications de Mantouré en direct dans ce journal. Effectivement, Antoine, encore 12 heures pour la clôture des dépôts des listes sur les législatives qui auront lieu le 1er juillet 2012. Déjà hier, quelques coalitions sont venues déposer leur dossier, à savoir leur nom et les partis, pour ensuite compléter les papiers restants, c'est-à-dire les listes et dossiers personnels des investis. Les premiers à venir aujourd'hui sont les Verts, ou les écolos dirigés par Ousmane Sow-Richard. Dès l'entrée au ministère de l'Intérieur, il vous faut signer comme quoi à votre arrivée, l'heure, la date et autres. Ils sont en train d'éplucher les dossiers, de voir chaque déclaration de candidature minutieusement, la date, si le 1er juillet la personne concernée aura effectivement 25 ans, un exemple. Sinon, il faut substituer, en choisir une autre, si le casier judiciaire est bien daté, bien signé, la carte d'identité nationale bien légalisée. En tout cas, les membres de la commission, au nombre de 9, consultent les listes départementales, nationales, les titulaires, les suppléants, et la parité surtout est de rigueur. Ils consultent les listes pour savoir si le nombre est paritaire, femmes comme hommes, est bien sur la liste. Ça sera long, très long. De l'autre côté, Sami Abourisque et compagnie de démocratie citoyenne sont à côté, oui, et attendent patiemment que les Verts terminent. Le marathon a débuté, la fin c'est prévu à minuit, et au rythme où vont les choses, c'est parti pour vraiment durer, pour être long, mais pour l'heure, il ne se bouscule pas devant la porte, Antoine Diouf. Merci Mantouré. À Matam, beaucoup de potentiels candidats se bousculent au tribunal régional. Ils sont à la recherche d'extraits de casiers judiciaires. Les intéressés parlent de complot pour les écarter parce qu'ils n'ont pas été informés à temps. Matam Ali Bandelnian. Bousculade ce matin au tribunal régional de Matam. Les nombreux prétendants aux 2 sièges députés de l'APR qui fit sujet hier, le délai très court, sont venus à la recherche d'un extrait du casier judiciaire. Parmi eux, Omar Sow. Optimiste, pas totalement. Parce que les dirigeants du parti n'ont pas respecté ce qui était convenu. Ils devaient être là, attendre tous les dossiers et les amener. Ils sont partis. Il a fallu qu'on prenne
M. Harouna Dia puisse diligenter les dossiers qui étaient peu en retard. Les responsables de la commune de Matam redoutent un complot déjà ourdi pour écarter tout candidat de la capitale régionale. Mamadou Alioune Tchoub, notable à Soubalo. Le PDS a été sanctionné parce qu'il n'y a pas eu de responsable au niveau de Matam. Je ne veux pas aussi que l'APR recommence les mêmes erreurs que le PDS. Les législatives, ce n'est pas comparable au vote du président de la République. Il faut vraiment pour que les gens là peuvent vraiment avoir confiance à ce parti-là. 18 prétendants pour seulement 2 sièges, suffisant pour que le doyen de l'APR, Baïdalaï Kane, monte au créneau pour mettre en garde. 18 prétendants, c'est trop et le parti doit faire très attention pour choisir un bon candidat. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas des élections présidentielles, ce sont des députés. Nous n'allons pas voter ici et nous imposons un candidat que nous ne connaissons pas. Les 9 candidats retardataires parmi les 18 ont été sauvés par le responsable des apéristes de Wendou Bossiabé, venu spécialement ramasser l'ensemble des dossiers avant de se mettre en route pour Dakar où il devra les déposer avant 18h. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Ali Bandelnian, merci. Maître Abdoulaye Wade ne pourra pas installer ses bureaux à l'immeuble Tamaro pour raison de sécurité. Aucun édifice ne doit surplomber le palais de la République, sauf qu'à l'époque, Maître Wade avait trouvé une parade qui n'était pas éternelle, puisqu'aujourd'hui, l'ex-président de la République fait face à la réticence des autorités en charge de la sécurité. Makouma Mbodj. Maître Wade n'avait sûrement pas prévu le retour de bâton. Des libéralités accordées sous son régime refont surface et rendent même cette histoire ironique. L'immeuble Tamaro est en effet sorti de terre, tout au moins a atteint cette hauteur, parce que Maître Wade avait accepté de tordre le cou à des principes élémentaires de sécurité qui ne permettent pas d'édifices surplombant le palais de la République. Maître Wade trouve une solution. Le propriétaire de l'immeuble devait accepter de céder à son fils Karim le 10e étage pour permettre à ce dernier d'y installer ses bureaux de ministre. Et c'est le professeur Batili qui l'a révélé au plus fort de sa lutte contre le régime de Wade. Cette requête acceptée, les travaux pouvaient se poursuivre, puis l'immeuble abritait plus tard Karim Wade et son équipe. Sans anicroche, si ce n'est cet incendie qui avait ameuté tout ce que la République comptait de dignitaires, en plus de Maître Wade lui-même. Ils étaient venus observer les sapeurs-pompiers, sauver le fils du président et surtout se faire remarquer. On ne sait jamais. Tout cela est bien loin de nous maintenant et Maître Wade avait oublié qu'il vivait dans une République à l'envers et que son successeur se chargerait de remettre les choses à l'endroit. C'est cela qui semble arriver. L'ex-chef de l'État devra chercher ailleurs des locaux pour abriter son cabinet de consultance. Les nouvelles autorités ne tiennent nullement à laisser l'ancien président surplomber le palais de la République. Et ce n'est certainement pas par crainte de coups tordus venant de l'ancien locataire, mais pour respecter au moins ce que prévoient les textes et une certaine coutume républicaine. Ce retour de bâton, Maître Wade ne l'avait pas prévu. Toutefois, c'est ce 10e étage qui est en question et qui risque d'être une perte pour son propriétaire, car cet espace est parti pour rester inoccupé, tout au moins pour un bout de temps. On verrait en effet difficilement l'endroit occupé par qui que ce soit, Maître Wade ou un individu lambda. Les meilleures choses ont une fin, y compris la fonction de président de la République. Et puis, des locaux Maître Wade pourra toujours en trouver ailleurs, loin du palais certainement, et ce sera même une occasion de faire quelques économies, et ce sera plus rassurant pour tout le monde. Il est 12h08. RFM, la radio de toute l'actualité. Suivez le grand journal. La place de l'Obélisque renoue avec l'ambiance de la contestation. Ce matin, le collectif des victimes et parents de victimes des manifestations préélectorales s'y était retrouvé. C'est pour exiger que justice soit faite sur les cas de meurtre et de torture. On s'en souvient, c'est à la place de l'Obélisque que l'étudiant Mamadou Diop avait été tué. D'autres citoyens avaient été également violemment réprimés par les forces de l'ordre. Retrouvons sur le lieu Seydou Nourouba. Bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Oui, comment la manifestation s'est déroulée? Tout à fait Antoine, des pancartes sur lesquelles on peut lire que les criminels payent, non à la tuerie, non à l'impunité, un étudiant talibé assassiné, un devenir hypothéqué. Le collectif des victimes et parents des victimes dit non à la violence. C'est ce qu'on peut d'ailleurs lire sur des t-shirts. En tout cas, toutes les familles des victimes se sont données aujourd'hui rendez-vous à la place de l'Obélisque. On a pu apercevoir Mara Diagne, n'est-ce pas, le frère de Mara Diagne qui avait été tué à Kaolack, Mamadou Diop, le père de Mamadou Diop tué ici même à la place de l'Obélisque, et d'autres victimes blessées par balle ou assassinées chez eux sont venus rejoindre le collectif des victimes violentées durant la campagne électorale. Que justice soit rendue, c'est tout ce que le collectif réclame. Maître Imam Abdelaziz Ndoye, secrétaire général du collectif qui a dirigé les prières avant de démarrer le programme, les organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, la RADDHO, le NDH sont tous venus
ici à la place de l'Obélisque. Seydi Gassama, coordonnateur de Amnesty International, soutient pour sa part qu'il y a eu beaucoup de morts et de blessés graves durant la campagne électorale. Il soutient d'ailleurs que le bilan se poursuit car d'autres victimes viennent à chaque fois leur demander que je sois rendu. En tout cas, comprenez ici, père, mère, frères et sœurs se sont succédés pour manifester la douleur qu'ils ont connue. C'est d'ailleurs, selon toujours eux, que dans la douleur la plus totale que ce collectif a vu le jour. Antoine Diouf, si vous n'avez pas de questions, c'était Seydou Nourouba à la place de l'Obélisque pour la RFM. Assez exhaustif. Merci Seydou Nourouba. La baisse des prix des denrées de première nécessité n'est jusque-là qu'une annonce pour bon nombre de consommateurs qui disent constater sur le terrain le refus de certains commerçants d'appliquer les nouveaux tarifs. C'est le cas au marché Ndiarem de Guédiawaye où notre reporter a suivi une ménagère qui a fait le tour de 3 magasins, mais elle est repartie le panier vide. Salif Sow. Kumbali emprunte les étroits couloirs du marché Ndiarem. Elle entre parfois dans des magasins où sont vendus des denrées de première nécessité. Ça marchande partout où elle passe. Les prix du sucre et de l'huile n'ont pas connu une baisse dans les 3 magasins qu'elle a visités. Si le gouvernement annonce la baisse des prix de certaines denrées et que les boutiquiers refusent d'appliquer les nouveaux prix, ça revient au même. Ainsi, Kumbali interpelle le gouvernement. Elle exige l'effectivité de la baisse des prix du riz, du sucre et de l'huile comme annoncé. Il faut que l'État veille à cette mesure. Les gens souffrent. Ne se limitant pas en si bon chemin, la mère de famille demande au gouvernement de baisser les prix des autres denrées telles le lait en poudre ou le savon par exemple. Après plus d'une demi-heure passée au marché venu acheter du sucre, du riz et de l'huile, Kumbali rentre finalement avec les mains vides. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. À Kaolack, les commerçants véreux seront traqués. Une brigade spéciale a été mise en place pour le contrôle des prix. Elle a commencé ses activités ce lundi. Ibrahim Benjamin Diagne. Le mouvement d'humeur des boutiquiers n'a pas sa raison d'être selon les techniciens du commerce qui ont engagé aujourd'hui un bras de fer contre les commerçants récalcitrants. Moustapha Ndiaye de l'agence de régulation des marchés soutient qu'ils ne peuvent pas vendre à perte. D'après toujours notre interlocuteur, contrairement aux localités du centre où la majoration est fixée à 100 francs CFA, les nouveaux prix sont majorés d'un différentiel de 10 francs à Kaolaka. Une décision prise à l'issue d'une concertation entre les différentes parties. Une brigade mixte composée d'agents de service du commerce et de l'agence de régulation des marchés entame à l'instant même une opération de représailles. Pour ne pas subir les rigueurs d'un tel contrôle, les commerçants frondeurs ont refusé de vendre des variétés du riz, du sucre et de l'huile. Les quelques consommateurs interrogés souffrent de cette situation confuse. D'autres trouvent difficilement ces denrées de consommation après un véritable parcours de combattants. Ibrahim Benjamin Diagne, Kaolack, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. L'Union des transporteurs routiers du Sénégal en assemblée générale depuis ce matin. Au menu de cette rencontre, les difficultés notées dans le secteur des transports comme à Ziguinchor où les transporteurs de la région éprouvent toutes les peines du monde à acheminer de la marchandise vers Dakar. Ils évoquent aussi les tracasseries policières, celles subies au bac de Farafenni, le mauvais état des routes. Les transporteurs du Sud optent pour la mise en circulation d'un bateau de fret et l'élargissement de la mesure d'importation des véhicules de moins de 8 ans aux camions. Ziguinchor, Abdoulaye Sambou. Tracasseries policières, état de dégradation très avancé des routes et difficultés liées à la traversée du bac de Farafenni en Gambie. Ce sont là, entre autres, les difficultés que traversent les transporteurs de la région sud. Ousmane Diallo est opérateur économique, transporteur à Ziguinchor. La route
Ziguinchor-Dakar, les routes sont mauvaises, premièrement. Deuxièmement, les tracasseries sur la route. Et la Transgambien, on rencontre énormément de difficultés. Parce que parfois, actuellement, les véhicules, les camions font 3 à 4 jours là-bas. Donc, c'est une perte énorme. La Casamance est trop enclavée. On ne peut pas contourner. Le contournement fait 2 fois Ziguinchor-Dakar. Ces transporteurs qui broient le noir depuis plusieurs années proposent des solutions de sortie de crise. Ousmane Diallo. Ce que nous souhaiterions, c'est que l'État nous aide à avoir un bateau de fret uniquement pour la marchandise. Et actuellement, le bateau qui est là, à l'une citoyenne, il faut qu'on se dise la vérité. Le bateau là, c'est pas pour les opérateurs économiques. Là où on encaisse 1 kg à 150 francs CFA, ça c'est grave. Et c'est ce qu'ils encaissent. Nous souhaiterions que l'État nous aide, que les transporteurs puissent importer le camion, des camions jusqu'à 20 ans. On passe par l'Argus. Un camion qui vient avec visite technique en Europe, c'est un camion qui est en bon état. Il faut signaler que le parc automobile de la région sud est très vétuste. Abdoulaye Sambou, Ziguinchor, RFM. Nous sommes à la veille de la fête du 1er mai, une occasion pour les syndicalistes de poser leurs doléances. À 24 heures de cette célébration, nous avons donné la parole aux travailleurs qui parlent de leurs attentes. Il s'agit entre autres de la baisse des impôts sur le revenu, de l'amélioration des conditions de travail. L'on souhaite également que les autorités respectent leurs engagements pour moins de remous sociaux. Reportage Mamadou Mohamed Ndiaye. Hausse exorbitante des impôts sur le revenu, mauvaises conditions de travail, ces mots sont les premiers mots sur le cahier de doléances des travailleurs. Ils demandent aux autorités de s'y atteler. Ce que l'État peut faire, au moins aider les fonctionnaires et autres, c'est de réduire les impôts sur le revenu. Ça permettra aux Sénégalais de pouvoir gérer de manière plus facile leur quotidien. Un monde du travail sans remous, c'est possible, répond ce fonctionnaire, mais cela passe nécessairement par le respect des engagements pris par l'État vis-à-vis des travailleurs. Il faut essayer de respecter. Et que l'État aussi à son tour, qu'il ne permette pas des choses non tenues. Donc il faudrait qu'ils revoient leurs promesses à la dimension de leurs possibilités. Et qu'une fois ces promesses tenues, qu'elles soient respectées. Des promesses, certains n'y croient même plus. C'est dans l'oubli après. Donc le 1er mai, pour moi, c'est la signification, ce sont les défilés, mais pas les défilés, il n'y a rien. Parce que les revendications, c'est au sein des services que ça se fasse, que ça se règle les problèmes, mais pas au niveau de la présidence. Donc le cahier de ça, pour moi, c'est un symbole seulement, ça signifie rien. La fête du travail, c'est ce 1er mai. Les travailleurs à l'écoute de leurs syndicats et ces derniers à l'écoute des nouvelles autorités. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Diana Basseidouba. Bonjour Antoine. Guinée-Bissau, la CEDEAO a décidé d'imposer des sanctions à la junte militaire. Oui, c'est parce que la CEDEAO estime que la junte ne souhaite pas négocier. Dans un communiqué, la CEDEAO a fait savoir que le général Antonio Ndiaye, chef d'état-major de l'armée de Guinée-Bissau et chef de la junte, préfère clairement affronter les conséquences des sanctions individuelles, mais aussi diplomatiques et économiques. Et puis, retenez qu'un sommet des chefs d'État du groupe de contact se réunit le 3 prochain, c'est-à-dire jeudi, pour prendre toutes les autres mesures nécessaires, y compris l'usage de la force pour faire appliquer les décisions du sommet. Au Mali, Human Rights Watch accuse les groupes armés donc de crimes de guerre dans le nord du pays. L'organisation a recueilli des témoignages de plus de 100 victimes de viols, de pillages. Elle dénonce ces crimes de guerre au nord du Mali, à Biboudia. Human Rights Watch dénonce les crimes de guerre commis au nord du Mali. L'ONG accuse le MNLA, les islamistes ainsi que les milices arabes de viols, de pillages et d'enrôlement d'enfants soldats. La majorité des viols et des pillages d'établissements publics et d'églises ont été imputés par des témoins au mouvement national de libération de l'Azawad et dans une moindre mesure aux milices arabes et au groupe islamiste Ansar Eddin. Ce dernier est surtout accusé d'avoir sommairement exécuté 2 hommes et amputé la main d'un autre au moins, mais aussi d'avoir organisé des séances de flagellation publique et d'avoir menacé des femmes et des chrétiens. Toutefois, l'armée malienne n'est pas en reste. Human Rights Watch dispose d'informations crédibles sur la détention arbitraire et l'exécution sommaire de Touaregs, membres des forces de sécurité et civiles, par les militaires maliens. Par ailleurs, il faut signaler que le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a déclaré suivre attentivement la situation au Mali
et qu'il allait décider prochainement de l'entame d'un examen préliminaire. Parlons toujours de l'actualité malienne. Retenez qu'une délégation de l'ex-junte militaire qui s'oppose aux décisions de la CEDEAO sera reçue aujourd'hui par le président burkinabé Blaise Compaoré, médiateur dans la crise. Le capitaine Sanogo, meneur du coup d'État du 22 mars dernier, s'était rebuffé samedi dernier, rejetant les décisions de la CEDEAO et particulièrement le projet d'envoi d'une force d'interposition dans le pays. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien réclame la fin de la justice à deux vitesses. Le parti de Laurent Gbagbo réclame une justice impartiale et la libération de ses responsables incarcérés plus d'un an après une crise politico-militaire meurtrière. Daouda Diouf. Il y avait plus de 2000 participants à cette convention du FPI et un conclave conclu par 5 résolutions, 5 motions et un appel à la communauté internationale afin qu'elle fasse pression sur le gouvernement d'Alassane Ouattara pour une justice impartiale en mettant fin aux 2 poids, 2 mesures. La convention demande la libération immédiate et sans condition de l'ex-président Laurent Gbagbo, détenu actuellement par la Cour pénale internationale de la Haye, la libération des autres prisonniers pro-Gbagbo détenus sur le sol ivoirien comme Simone Gbagbo, Pascal Affi N'Guessam, le président du FPI et bien d'autres. Les partisans de Laurent Gbagbo dénoncent le fait qu'aucune personnalité ayant soutenu Alassane Ouattara lors de la crise post-électorale ne soit encore inquiétée. La convention a d'ailleurs confirmé dans ses fonctions la direction intérimaire du parti mise en place en juillet dernier, 4 mois après la fin de la crise post-électorale. Les membres de cette direction ont reçu l'onction du conclave pour garder la maison FPI jusqu'à la libération des leaders détenus et le retour de ceux qui vivent en exil. Par le biais de l'appel de la communauté internationale, la convention des FPI demande au gouvernement ivoirien de procéder à la restitution des biens privés encore aux mains d'occupants illégaux, notamment des membres des forces républicaines de la Côte d'Ivoire. Au Tchad, ouverture ce lundi du 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad, qui regroupe le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la République centrafricaine et la Libye. Ce sommet statutaire qui devrait parler de la sauvegarde du lac Tchad va également aborder la question de la secte islamiste Boko Haram qui fait des dégâts au Nigeria et menace les pays de la région. Nous allons terminer, Antoine, par la France, non pas par la Syrie, puisque Nicolas Sarkozy va porter plainte contre le site d'information Mediapart pour avoir publié un document qu'il a qualifié de faux sur un financement par la Libye du colonel Muammar Kadhafi de sa campagne de 2007. Sarkozy a précisé que sa plainte serait déposée avant la fin de la campagne. Le site d'information a publié un document donc signé de Moussa Koussa, ex-chef de renseignement extérieur de la Libye, affirmant que le régime Kadhafi avait accepté en 2006 de financer à hauteur de 50 millions d'euros la campagne de Nicolas Sarkozy. Affaire à suivre. Aujourd'hui, il n'y a pas la Syrie. Puisque vous aimez bien la Syrie, préparez-vous à un envoyé spécial dans quelques jours. J'aimerais bien. Merci Dienaba Seydouba pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Faites du travail. Demain donc, quelles sont vos attentes en tant que travailleur? Débat aux alentours de 12h30. RFM Sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Du football, l'affaire qui oppose la Fédération sénégalaise à Amara Traoré, le ministre des Sports en médiateur. En médiateur, ce sera donc dans l'après-midi dans son bureau et Ladji Malick Gakou va donc tenter de ramener un climat de paix entre la Fédération et le technicien saint-louisien Amara Traoré. Une rencontre prévue aujourd'hui. Nous avons eu la réaction de l'avocat d'Amara Traoré, maître Pape Jansey, que nous écoutons. Parler d'abus de confiance après avoir donné au sélectionneur national une prime de signature de 50 millions de francs de CFA, je dis que ça ne fait pas sérieux. C'est des actions, des coups d'éclat qu'on fait comme ça pour saupoudrer les yeux de l'opinion. Mais pour moi, ils vont perdre encore si jamais ils saisissent le tribunal. L'histoire vous réserve des fois des surprises parce que c'est ce même ministre des Sports qui était en concurrence avec Augustin Senghor qui était le candidat du pouvoir, il faut oser le dire. Et c'est ce même ministre des Sports qui souhaite voler au secours de la fédération
fédération en conviant justement M. Amara Traoré à un règlement amiable du différend. Sur ce point, nous ne sommes pas opposés parce que depuis le début, on a proposé à la fédération de régler cette question. Sur 100 procès, la fédération perdra 100 fois parce que ce dossier-là, la fédération ne peut pas le gagner parce que c'est un dossier où on a fait preuve d'un amateurisme extraordinaire et je le maintiens. Et donc l'avocat de Amara Traoré qui se prononce sur la question. Antoine, nous allons rester dans le domaine du football pour parler du choix du nouveau sélectionneur national. Ce matin, dans le quotidien Stade, le directeur technique national Amsatou Fall a déclaré n'avoir pas été associé au choix de Pierre Lechantre, une situation jugée catastrophique par le consultant de la RFM, Tassirou Diallo, qui pense que la Fédération sénégalaise de football doit respecter les techniciens. Par conséquent, tout choix d'entraîneur doit se faire devant le directeur technique national, Tassirou Diallo, qui s'est également prononcé sur la négociation annoncée entre la Fédération et le ministère. Alors, parlons maintenant de basket et de lutte pour finir. Avec le tableau de demi-finale de la Coupe du Sénégal chez les filles, tableau complet depuis hier. Il s'agit de Saint-Louis Basket Club, équipe détentrice du trophée, de la SSC BOP, du Dakar University Club et de la GIA. Toutes ces quatre équipes se sont qualifiées entre le samedi et le dimanche à Maurice Ndiaye. Hier, donc, toutes ces quatre équipes, Antoine, on parle, hein? Les quatre équipes donc se sont qualifiées hier avec la victoire de Saint-Louis Basket Club et du Duc. Lutte avec frappe pour terminer avec l'affiche Boignan contre Zos, affiche ficelée pour le 8 juillet prochain. Et c'est Gaston Mbeng qui est passé par là pour reposer ces deux jeunes qui se sont défiés à l'occasion du combat Balagay numéro 2. Yikini, c'était à Demba Diop, Antoine. Merci, Malal Junior Diagne. Tout roule moins cher avec Ada Location de Véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de Véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Makoumambo, bonjour. Bonjour à tous. La presse ne lâche pas Serigne Betchotchoun. L'observateur nous entretient ce matin des conditions de détention du guide des Tiantakoun. C'est pour nous dire que Betcho est un prisonnier de luxe. Il dispose d'un double lit et d'un frigo-bar. En outre, le placement sous mandat de dépôt de Cheikh Betchotchoun a eu quelques conséquences. L'administration pénitentiaire, en effet, a jugé bon de transférer une centaine de prisonniers aux maisons d'arrêt et de correction de Diourbel et de Mbacké. Une mesure destinée à désengorger la prison de Thiès. Serigne Betcho, qui a aussi reçu la visite de Serigne Modou Kara Mbacké samedi dernier, le second a confirmé que le premier était dans de bonnes conditions. Direct Info, qui reste avec les Tiantakoun, c'est pour raconter les dernières confidences de Bara Sow, l'un de deux talibés morts dans la tuerie de Kër Samba Laobé. Bara Sow qui avait prévu le pire du reste. Le Populaire qui évoque aussi ce matin le drame de Medinatoul Salam. Le journal raconte que les victimes avaient senti la mort venir. Bara Sow avait déclaré avant son départ du site: nous allons pour la paix, mais attendons-nous au pire. Un témoin oculaire, frère d'une victime, raconte comment un groupe de fidèles les a attaqués, mais aussi et surtout cette personne qui détenait l'arme et qui a tiré sur eux comme on le ferait d'un lapin.
Les dérives du défunt régime de Wade alimentent la presse ce matin. Enquête aborde ainsi le Festival mondial des arts nègres, le FESMAN. C'est ainsi qu'on retient que 14 milliards de francs CFA collectés grâce à la taxe sur les appels intrants internationaux. Ces 14 milliards donc ont disparu du circuit pour financer en partie le FESMAN. Mais cela s'est fait à travers un décret de transfert de fonds opéré en toute discrétion. On note aussi qu'au moins 2 milliards de francs CFA n'ont pas été intégrés dans l'opération, un détournement d'objectifs qui dégage des relents de détournement de fonds. Autant de raisons donc qui rendent nécessaires des audits. L'observateur explique cependant que les audits annoncés par Macky Sall ne peuvent inquiéter nullement aucun ministre ayant servi sous le régime Wade, et pour cause, la gestion de leur budget est close après la délivrance par la Cour des comptes d'un visa et le vote par l'Assemblée de loi des règlements. Par contre, certains collaborateurs de Maître Wade ont du souci à se faire. Ce sont en partie des frondeurs que Maître Wade compte livrer pieds et poings liés à la justice, et s'il le faut, les enfoncer. Maître Wade qui détiendrait des dossiers compromettants sur ses collaborateurs devenus à ses yeux des traîtres et des ingrats. Sud Quotidien qui évoque autre chose, la communication du nouveau gouvernement. Faut-il s'attendre à un culte du secret après le tout-va de Wade dans ce domaine? Tout semble l'indiquer selon Sud Quotidien qui relate un entretien avec le porte-parole de Macky Sall, Abou Abel Thiam. Le Soleil qui parle de link entre l'économie et la bonne gouvernance. Dans un entretien, Mansour Kama, le président de la CNES, estime que la bonne gouvernance devrait permettre d'attirer les investisseurs. Mansour Kama qui a déploré ainsi l'impact négatif des troubles préélectoraux sur l'économie sénégalaise. Des armes portées disparues au magasin de l'escadron de commandement et des services du bataillon blindé de Thiès. Il s'agit de 4 pistolets automatiques et de 2 fusils M16. Une enquête est ouverte et un soldat de première classe est le principal mis en cause. Il a été déjà relevé de ses fonctions et dans cette affaire, ce sont la gestion et le contrôle des armes qui sont décriés. Du sport, pour finir en football, dans Stade, le directeur technique national se prononce sur le choix du sélectionneur, le centre. Je n'ai pas pris part au choix, dit Amsatou Fall. Et en lutte, Sunu Lamb donne la parole à Double Less, le père de Balla Gaye 2. Il dit avoir été contacté par Gaston pour un combat revanche Eumeu Sène Balla Gaye 2. Double Less qui disculpe en passant Manga 2 des soupçons d'appui portés sur Balla Gaye 2 face à Yekini. Merci d'avoir suivi et bonne journée à tous. Ada Location de Véhicules vous a offert votre revue de presse. Tout roule moins cher avec Ada Location de Véhicules. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. La fête du travail est célébrée demain. Quelles sont vos attentes en tant que travailleur? Appelez au 88 828 14 14 ou bien au 33 841 0026 si vous appelez de l'étranger. Nous avons en ligne 2 syndicalistes. Il s'agit de Sidia Ndiaye, secrétaire général de la FGTS. Bonjour. Bonjour, Antoine. Il y a également M. Ibra Diouf Nyokhobaye, secrétaire général de la CDTS. Bonjour, M. Diouf. Bonjour. Je commence par Sidia Ndiaye. Sidia, quelles sont vos attentes par rapport à la fête du travail qu'on célèbre demain? Attentes en tant que travailleur, naturellement. Oui, comme vous l'avez dit si bien, en tant que travailleur, nous attendons beaucoup donc de la cérémonie de demain qui va nous donner l'occasion de mettre officiellement nos différents cahiers de doléances à M. le Président de la République nouvellement élu. Et comme vous le savez, notre pays est en pleine ébullition. Si nous prenons le cas de l'éducation, l'école sénégalaise, tout le monde sait que souffre, n'est-ce pas, d'une crise chronique qui est en train de nous amener tout droit vers une année invalide. Et cela est valable aussi au niveau du secteur public, de la santé, et tout ceci au niveau du secteur public est le résultat donc d'un manque de respect des accords déjà signés qui ont fait le lit, n'est-ce pas, de cette crise. Donc nous estimons qu'aujourd'hui il est temps que nous puissions évaluer avec le nouveau gouvernement les accords qui ont été signés pour que nous puissions prendre un nouveau point de départ par rapport à la suite, c'est-à-dire aux revendications nouvelles qui sont venues s'ajouter, n'est-ce pas, sur celles qui étaient déjà là. Dans le secteur privé, comme vous l'avez vu, la crise de l'énergie a lourdement frappé l'entreprise, avec comme corollaire les pertes d'emplois, les fermetures d'entreprises. Nous estimons que là aussi le gouvernement reprendra le taureau par les cornes pour régler définitivement, n'est-ce pas, cette crise énergétique qui plombe notre économie nationale. Donc sous ce rapport, si nous prenons au niveau donc des accords signés par les centrales syndicales, il s'agit d'accords signés depuis août 2009 et qui tournent autour de la question de la baisse
de la fiscalité sur les salaires, de la baisse du coût du loyer, de la hausse des pensions de retraite payées par l'IPRES, etc. Mais nous avons constaté que le gouvernement, une fois installé, a commencé par baisser les prix des denrées de première nécessité qui faisaient partie, un point d'accord. Maintenant, sous ce rapport, nous demanderons aux nouvelles autorités d'être beaucoup regardants sur la manière de procéder en associant tous les partenaires, n'est-ce pas, qui sont parties prenantes, n'est-ce pas, des accords. Donc, je crois que nous allons, avec en bandoulière, n'est-ce pas, l'évaluation des accords signés qui n'ont pas connu d'exécution, ce qui véritablement plombe notre action aujourd'hui, mais nous estimons que nous allons reprendre le flambeau de la lutte une fois que les autorités auront pris leur marque pour que nous puissions les amener à assurer ce qu'on appelle la continuité de l'État, parce que on n'est pas sans ignorer que l'État c'est une continuité. Lorsque vous héritez d'un État, vous avez l'actif, mais aussi vous avez le passif. Donc c'est extrêmement important. Très bien. Merci. Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS. Monsieur Ibra Diouf Nyokhobaye, quelles sont vos attentes? Merci beaucoup. Je voudrais dire tout simplement que la remise des cahiers de doléances est un moment solennel au cours de laquelle nous déclinons les principales revendications des travailleurs dans tous les secteurs publics, privés et même du secteur informel. Il va sans dire que ces cahiers de doléances seront fortement teintés de l'ambiance qui règne actuellement par rapport au coût de la vie, par rapport au panier de la ménagère, par rapport au coût du loyer, les denrées de première nécessité, le problème des salaires, le problème des pensions de retraite, le problème du transport, de l'énergie, etc. Donc, ce sont des questions fondamentales qui vont structurer l'essentiel des cahiers de doléances de la CDTS et bien entendu, généralement des autres. Mais nous voudrions également, à l'occasion de cette rencontre avec le nouveau chef de l'État, réitérer nos revendications principales par rapport à la gestion des cahiers de doléances, par rapport à la gestion des accords signés, par rapport à la gestion des préavis, des préavis déposés par les organisations syndicales, que ce soit les centrales syndicales au niveau de la CDTS, comme au niveau des syndicats de base, comme les syndicats affiliés. Oui, justement par rapport aux denrées, puisque vous avez évoqué un certain nombre de préoccupations, il y a un début de réponse, ça c'est un fait. L'autre fait, on a l'impression que ce sont les mêmes revendications qui reviennent. C'est dû à quoi, à votre avis? Oui, parce que tout simplement, d'abord par rapport aux denrées, le président de la République avait, lors de la campagne, promis des baisses des prix des denrées de première nécessité. Il va sans dire que le périmètre, ce n'était pas ces trois éléments-là uniquement, le riz, l'huile, etc. Mais il y a d'autres produits qui sont là, qui